Ici. Donne la parole. Amis du jour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans Anime Zoveto en compagnie de Loïc. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Qu'est-ce qu'une brigade cynotechnique chez les sapeurs-pompiers? Alors, il faut savoir qu'une brigade cynotechnique, c'est une unité spécialisée composée de maîtres chiens, sapeurs-pompiers et de chiens dressés pour des missions de recherche de sauvetage, comme des victimes sous des décombres disparus en milieu naturel ou urbain, de recherche d'explosifs également, de produits de stupéfiants ou encore des restes humains. Quelles sont les principales races utilisées dans les brigades cynotechniques françaises? Les plus courantes sont les bergers belges, les malinois, le berger allemand, le border collie, le labrador et le springer spaniel, surtout pour la détection d'explosifs, mais toutes les races et même les croisés peuvent être retenues si le chien a les aptitudes requises. À partir de quel âge un chiot peut-il commencer sa formation de chien de sauvetage? Dès 2 mois, on commence l'éducation et l'odorologie, obéissance avancée, franchissement démarre vers 6-8 mois, mais le chien n'est opérationnel qu'entre 18 mois et 3 ans selon la spécialité. Combien de temps dure la carrière opérationnelle d'un chien de pompier? En moyenne 7 à 9 ans, ensuite le chien est retiré des interventions pour des raisons physiques et adopté généralement par son maître chien ou un membre de la brigade. Un chien de recherche en décombres peut-il détecter une personne vivante ensevelie sous 5 mètres de gravats? Oui, grâce à son flair, 300 millions de récepteurs olfactifs contre 5 millions chez l'homme peut capter les effluves humains qui remontent par les cheminements d'air, même à plusieurs mètres de profondeur. Quelle est la différence entre un aboiement dit libre et un aboiement dit référé lors d'une recherche? Aboiement libre, faut savoir que du coup le chien aboie directement sur la victime et reste sur place. Et l'aboiement référé, le chien revient vers son maître, aboie pour signaler qu'il a trouvé, puis reconnaît le maître jusqu'à la victime, technique souvent utilisée en avalanche ou dans des grands espaces. Pourquoi les chiens de détection d'explosifs reniflent-ils très rapidement en surface? Parce que les molécules d'explosifs sont lourdes et descendent au sol, le chien passe donc vite et près du sol ou des objets techniques du sniff-sniff pour détecter la plus petite trace. Le maître chien doit-il obligatoirement être sapeur-pompier professionnel? Non, en France, il existe des maîtres chiens sapeurs-pompiers volontaires également, plus particulièrement sous le terme SPV, très performant aussi. Le binôme homme plus chien doit juste être validé, les mêmes brevets nationaux et être agréé par la sécurité civile. Quel est le record français de temps de recherche validé en décombres lors d'un examen? Le record officieux est de trouver 3 victimes cachées dans une décombre de 1500 m² en moins de 4 minutes. Entre parenthèses, binôme très expérimenté, le temps maximum autorisé pour valider le brevet est généralement de 20 minutes. Que se passe-t-il si le chien se blesse ou tombe malade en intervention? À savoir, le chien est considéré également comme un sapeur-pompier à part entière. Il bénéficie immédiatement des soins vétérinaires d'urgence et du transport en ambulance ou en hélicoptère si nécessaire et de la prise en charge totale par le SDIS. Maintenant, on va passer à une autre catégorie. On va passer à la catégorie cynophile, mais de la police. Si je ne me trompe pas, je te laisse le temps de te préparer quand même. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est une brigade cynophile? Alors. Ouais. Une brigade cynophile est une unité spécialisée dans laquelle des militaires ou des fonctionnaires, gendarmes, policiers, douaniers, pompiers, sont formés pour travailler avec des chiens dans des missions très variées, recherche de personnes disparues, recherche d'explosifs ou de stupéfiants, maintien de l'ordre, patrouille de surveillance, etc. Le terme cynophile désigne simplement le fait de travailler avec un chien
du grec kinos qui veut dire chien et philos qui veut dire ami. On entend parfois parler de brigade cynotechnique. Y a-t-il une différence avec la brigade cynophile? Oui, il y a une différence importante, même si les deux termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre à tort. Une brigade cynophile est l'unité opérationnelle sur le terrain, c'est le binôme maître-chien qui intervient au quotidien. Une brigade cynotechnique désigne exclusivement soit les pompiers ou un centre de formation et d'élevage où les chiens sont sélectionnés et élevés, dressés, où les futurs maîtres-chiens sont formés en France. Le centre principal est le Centre national de formation des unités cynotechniques CNUFC de la gendarmerie à Gramat dans le Lot, et pour la police nationale et le Centre national de formation cynophile de la police nationale CNFCPN à Cannes-Écluse dans le 77. Sont des structures cynotechniques et pas des brigades opérationnelles. En résumé, quelle est la différence en une phrase? La, la brigade cynophile, c'est l'unité qui travaille avec le chien sur le terrain. La brigade cynotechnique, c'est l'école où les pompiers généralement, qui vont former des chiens et des maîtres chiens, en fait. Et une question importante que j'ai à te poser, que je pense qu'on se pose tous les chiens sont-ils issus de l'élevage de la gendarmerie ou de la police? Ah, mince. Oui, désolé. Combien de temps dure la formation d'un maître chien? En règle générale, en gendarmerie, la formation initiale au CNFUC de Gramat dure 16 à 20 semaines selon la spécialité, par exemple recherche d'explosifs, stupéfiants, recherche de personnes, etc. À cela s'ajoute également ensuite une formation continue tout au long de la carrière, car le binôme doit maintenir son niveau opérationnel et passer des validations annuelles. Tous les chiens sont-ils issus de l'élevage de la gendarmerie ou de la police? Non. Les centres cynotechniques produisent une partie des chiens, surtout les malinois et bergers allemands de travail. Mais on achète aussi des chiots ou des chiens adultes à des éleveurs privés en France ou à l'étranger, par exemple le Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque, etc. Chaque chien est ensuite testé et formé au centre cynotechnique avant d'être attribué à un maître chien. Quelles sont les principales spécialités des chiens aujourd'hui? On distingue plusieurs grandes familles, comme la recherche d'explosifs, donc qui fait, pour faire plus simple, équipe Explo, recherche de stupéfiants, recherche de produits accélérateurs incendie, donc c'est des chiens qui sont formés spécialement pour les incendies. On va trouver chez les pompiers ou sur les chiens enquêteurs de la police. Recherche de restes humains et de sang, donc ça c'est encore dans la catégorie des pompiers. Recherche de personnes vivantes, avalanches, décombres disparus en milieu naturel, donc on est encore chez les pompiers aussi. Intervention et défense, donc chien de patrouille et maintien de l'ordre, donc du coup on retourne sur la police. Et chien de piste, donc autrement dit, ils vont suivre une odeur d'un individu sur de longues distances. C'est également avec la police. Un chien peut-il avoir plusieurs spécialités? C'est très rare. Un chien est généralement formé à une seule spécialité, parfois deux si elles sont compatibles. Exemple, recherche de personnes vivantes plus recherche de restes humains. On privilégie la spécialisation pour avoir un maximum de fiabilité. À quel âge un chien prend sa retraite? En général, entre 8 et 10 ans selon son état de santé et ses performances. Ensuite, il est très souvent adopté par son maître chien ou par un membre de la famille ou placé dans une famille d'accueil. Y a-t-il des femmes maîtres chiens? Bien sûr, aujourd'hui, 15 à 20% des maîtres chiens sont des femmes en gendarmerie ou en police, et ce chiffre augmente régulièrement. Enfin, un dernier mot pour ceux qui rêvent de devenir maître chien. C'est un métier de passion, mais très exigeant. Il faut être sportif, disponible 24 heures sur 24, être patient et surtout aimer les animaux. Le chien devient un vrai partenaire de travail et souvent un membre de la famille. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Tu peux très bien aussi, du coup, on va dire après, on va dire pour les jeunes, du coup, faudrait qu'ils regardent des reportages. En fait, ils veulent un peu découvrir le métier, en fait. Et pour clore ce chapitre, on veut, Et du coup, petite exclusivité,
en avant, la semaine prochaine, on va faire un petit hommage au chien du raid qui est décédé le 18 novembre 2025. Justement, j'allais en venir là, à cette question, mais j'ai aussi une deuxième question pour Oui, clore le débat vas-y, sur vas-y. l'équipe cynophile. Mm. Quelle est la différence principale entre une brigade cynotechnique des pompiers et une brigade cynophile de la police ou de la gendarmerie? La différence fondamentale réside entre leurs différentes missions et leurs employeurs, en fait. La brigade cynotechnique appartient aux sapeurs-pompiers, soit le SDIS ou les brigades militaires comme la BSPP à Paris, ou l'UIISC, et la brigade cynophile appartient particulièrement aux forces de l'ordre comme la police nationale, la gendarmerie et également la douane. Là, on va rentrer dans un autre chapitre on a deux autres grands chapitres aujourd'hui. Je pense on va commencer par les questionnements sur les soigneurs animaliers en zoo, et après on fera les vétérinaires en zoo. C'est parti. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous êtes devenu soigneur animalier? Bonjour, du coup, je m'appelle Loïc, j'ai 28 ans et je suis soigneur aux zoo de la Flèche depuis 2022. Petit, j'étais déjà fasciné par les animaux. Je passais mes mes après-midi devant les émissions animalières. Ensuite, du coup, j'ai fait une formation à distance pour devenir soigneur animalier en et où du coup avec des options, avec l'option bien sûr en parc zoologique évidemment. Où du coup, j'ai fait plusieurs stages. Comme par exemple, j'ai fait un stage aux zoo d'Achilly, j'ai fait un stage aux zoo de Bellachon et après j'en ai fait d'autres également plus ou moins en mode bénévolat à la Flèche également du coup qui m'a valu un peu ce poste à l'heure actuelle aujourd'hui voilà. À quoi ressemble une journée type pour vous? On commence très tôt, à savoir vers 6h30, 7h. On fait du coup la tournée du matin, donc vérification de l'état de santé des animaux, nettoyage des enclos, distribution du coup de leur petit déjeuner. Ensuite, préparation des enrichissements, jeux, odeurs, nourriture cachée. Vers 11h12 midi, on prépare du coup le repas principal. À savoir l'après-midi, du coup, c'est plus particulièrement réservé pour les entraînements médicaux, pour que les animaux acceptent des soins sans anesthésie, suivi également vétérinaire, accueil de nouveaux animaux, et en même temps, potentiellement, s'il y a des stagiaires, on va du coup leur former sur certains trucs. Et on finit souvent, pas trop tard, du coup, vers 17h30, 18h, parfois plus tard si jamais il y a des problèmes ou une naissance. Quels animaux avez-vous sous votre responsabilité? Du coup, je suis titulaire du secteur fauve. Du coup, je m'occupe plus particulièrement du coup des lions, des guépards, des girafes également aussi. Et j'ai voilà. Donc en gros, c'est un mélange un peu très varié, on va dire. Et surtout le lion, à savoir que c'est du coup un des plus calmes. Les guépards du coup sont des sprinters mais un peu stressés. Et puis du coup les girafes sont un peu peureuses. Y a-t-il euh, y a-t-il un animal avec lequel vous avez une relation particulière? Sans hésiter, je vais dire ouais, les girafes. Parce que du coup, en fait, c'est eux du coup qui m'ont. En fait, quand j'ai commencé déjà à faire des stages, c'est l'animal en fait qui m'a marqué en fait lors de ma formation. Donc du coup, on va dire j'ai une sorte de relation avec cet animal que je n'arriverai pas brièvement à expliquer en fait parce que je comprends l'animal en fait et l'animal me comprend en fait. Qu'est-ce que les visiteurs ne voient jamais du métier de soigneur? Le côté physique est parfois ingrat, porter par exemple des seaux de 20 kilos de viande, nettoyer 300 kilos de crottes par semaine, se lever à 4 heures ou 3 heures du matin quand il y a une naissance par exemple, gérer des animaux stressés ou malades et surtout toute la partie administrative et scientifique, rédaction de rapports, participation au programme européen d'élevage, EEP, des pesées, prise de sang volontaire, etc. On est à la fois éboueur, cuisinier, éducateur, infirmier et chercheur. Quels sont les moments les plus durs de ce métier?
Sans aucun doute, je dirais du coup la perte d'un animal, par exemple, qu'on a suivi pendant des années. L'an dernier, par exemple, on a perdu un animal qui était atteint d'une maladie génétique, du coup, mais qu'on a décelé un peu trop tard. Du coup, on va dire si on peut l'aider, on va l'accompagner généralement jusqu'au bout, ce qui peut être très dur. Du coup, parce qu'on va partir sur des phases où du coup on va pleurer, même si on sait que c'est la vie. Après aussi, du coup, on peut retrouver des blessures, par exemple, du coup, il y a certains animaux qui vont se mordre et tout simplement par type de jeu, hein, savoir. Et les plus beaux moments, Bah, c'est les naissances en fait, particulièrement. Comme une naissance de girafon, c'est extraordinaire parce qu'on sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Et on va dire que c'est très rare, mais il faut savoir que du coup le girafon fait un saut de 2 mètres quand il sort de la maman girafe quand même. comment gérez-vous comment gérez-vous la dangerosité de certains animaux? Par le respect, la lecture du comportement, on ne rentre jamais avec les grands carnivores, entre parenthèses, système de double porte, sas de sécurité du coup. Par exemple, pour après tout ce qui est comme girafe ou autre, on travaille avec un contact protégé ou semi-protégé. Selon le niveau de confiance, on apprend aussi également à lire les signaux au niveau des oreilles, par exemple en arrière, les poils hérissés, un regard fuyant. On a des formations régulières, gestion de crise, visualisation de CO2 en cas d'évasion, etc. Le public vous demande parfois des choses étranges. Tous les jours. Par exemple, est-ce que je peux caresser le lion? Pourquoi le tigre ne rugit pas sur commande? Dormez-vous avec les animaux? On explique patiemment le rôle du zoo moderne, conservation, éducation, recherche. Beaucoup de gens croient encore qu'on est là juste pour amuser, alors qu'on participe à sauver des espèces menacées. Justement, justement, quel est le rôle d'un zoo aujourd'hui en 2025? Aujourd'hui, on va dire plus particulièrement, c'est de sauver du coup les espèces parce que à savoir que chaque zoo appartient à les programmes d'élevage européens, donc le EP ou le SB. On réintroduit de temps en régulièrement, par exemple en fonction de certaines espèces, quand c'est possible, dans le milieu sauvage, comme par exemple du coup chez nous au sein du zoo de la Flèche, les chouettes de l'Oural dans la forêt noire en Bavière. On finance aussi du coup également certains projets in situ sur certains continents comme en Amérique du Sud sur le Condor par exemple et tout. Et à savoir que du coup en généralement 2 millions de visiteurs, on reçoit à peu près plus de 2 millions de visiteurs par an, ce qui est aussi un petit peu on va dire un geste également du coup pour le sein du zoo ainsi que pour la protection des animaux. Un conseil pour les jeunes qui rêvent de faire votre métier? Faites des stages encore et encore, même si c'est bénévole, même si c'est loin. Montrez votre motivation, préparez-vous physiquement. Le métier est très exigeant. Mais si vous aimez les animaux et que vous acceptez les contraintes, c'est le plus beau métier du monde, je peux dire. Pour terminer, si vous devez résumer votre métier en une phrase. On va dire du coup, on est des ambassadeurs silencieux des animaux sauvages. On leur donne une voix quand ils n'en ont plus dans la nature. Merci. Voilà. Maintenant on va passer au métier de vétérinaire. Ouais. Euh, pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous êtes vétérinaire en zoo? Bonjour à tous, du coup je m'appelle Cyril Hu, je suis vétérinaire au zoo de la Flèche depuis, on va dire à peu près plus de 20 ans exactement, où j'ai déjà commencé, par exemple j'ai commencé en tant que stagiaire dans des cliniques vétérinaires, et dès qu'un poste s'est libéré au sein du zoo de la Flèche, ils m'ont contacté pour que j'intègre l'équipe, et du coup c'est là où du coup que j'ai commencé en fait après le parcours de vétérinaire en zoo. En quoi le métier de vétérinaire en zoo est-il différent d'un vétérinaire pour chiens et chats? La plus grande différence, déjà, c'est la diversité en une seule journée. Tu peux passer d'un éléphant de 5 tonnes à un petit tamarin ou un serpent venimeux. On travaille sur des espèces pour lesquelles il existe très peu de littérature médicale, donc il faut souvent extrapoler, innover et collaborer avec des collègues dans le monde entier. Et bien sûr, on ne peut pas demander à un tigre de lever la patte ou de dire «Ah!». Quelle est, quelle, ah, quelle est la, quelle est la journée type d'un vétérinaire de zoo? Il n'y a pas vraiment de journée type.
Et c'est ce qui rend du coup le métier passionnant en général. Du coup, par exemple, 7h30, tour des enclos avec les soigneurs pour repérer les animaux qui boitent, qui mangent moins, etc. Et de 8h à midi, consultation, prise de sang, échographie, soins dentaires, vaccins. Et l'après-midi, du coup, plus particulièrement, on va retrouver sur des chirurgies programmées ou des autopsies si malheureusement un animal est décédé dans la nuit. Réunion avec les équipes de conservation et les vétérinaires d'autres zoos pour des transferts également d'animaux et souvent des urgences qui peuvent être dues en soirée ou par exemple le week-end comme un accouchement difficile d'une girafe ou une colique chez un rhinocéros. Quelles sont les interventions les plus impressionnantes que vous ayez réalisées? Ah bah là c'est une grande question parce qu'il y en a plein en fait. Par exemple, on a pu, du coup, la plus grande qui nous a marqué, c'était quand on a dû mettre un implant contraceptif chez les tigres. Parce que, à savoir que le tigre fait de l'apnée du sommeil. Donc après, on va dire, t'as une chance, ou deux, que quand tu le fais l'anesthésie pour l'endormir, qu'il ne se réveille pas. T'as ça, et puis du coup aussi, l'autre, un peu impressionnante, mais un petit peu cauchemardesque également, c'est on avait dû faire une anesthésie sur une girafe pour sortir le girafon qui était mort à la naissance parce qu'il s'est bloqué dans le col pour sortir. Comment anesthésie-t-on un éléphant ou un rhinocéros? On utilise du coup des fléchettes anesthésiantes tirées avec un fusil à air comprimé ou une sarbacane. On calcule du coup la dose au milligramme près en fonction du poids estimé. Ensuite, du coup, toute une équipe de 10 à 15 personnes est prête. Intubation immédiate, monitoring cardiaque et respiratoire, perfusion intraveineuse. Dès que l'animal est à terre, on a maximum 45 à 60 minutes pour travailler avant de le réveiller avec l'antidote. Quelles sont les maladies les plus fréquentes en zoo? Ça dépend des espèces. Bah, chez les primates, on peut retrouver des maladies respiratoires très contagieuses et des problèmes dentaires. Chez les grands herbivores, des troubles digestifs et des pathologies des pieds comme les abcès chez les éléphants. Chez les oiseaux et reptiles, les carences nutritionnelles. Et bien sûr, on est très vigilant sur les zoonoses, maladies transmissibles à l'homme, comme la tuberculose ou la rage. Les vétérinaires de zoo participent-ils aussi à la conservation des espèces menacées? Absolument, je dirais. C'est même une partie essentielle du métier aujourd'hui. On gère les programmes d'élevage européens EEP, on prélève du sperme et des ovocytes pour des banques génétiques, on réintroduit des animaux, par exemple des ibis chauves ou des oryx gazelles, par exemple. À savoir que du coup, le zoo n'est plus seulement un lieu d'exposition, c'est aussi un outil de conservation. Quelle, quelle étude faut-il faire pour devenir vétérinaire de zoo? Tout d'abord, bah, le cursus classique, donc 5 ans en école vétérinaire. Du coup, bah, les écoles sont Maison-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse. Aujourd'hui, il faut absolument faire un internat d'un an, puis une résidence européenne en médecine zoologique, 3 ans ECZM. C'est très sélectif, il y a seulement 2-3 places par an en Europe. Beaucoup complètement aussi avec des stages à l'étranger, en Afrique du Sud par exemple, ou les États-Unis. Quelles sont les qualités indispensables pour ce métier? Ah, excellente question. Une excellente condition physique déjà pour commencer, parce qu'on porte, on court, on grimpe. Après, une capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire, donc chez les soigneurs, les biologistes et également les directeurs de zoo. Le sang-froid aussi, parce que quand un tigre se réveille trop tôt pendant une anesthésie, on va dire il faut savoir garder la tête froide par exemple. Une passion aussi infinie pour les animaux sauvages également, parce que les horaires sont décalés et le salaire n'est pas celui d'un vétérinaire libéral. Hein. Un conseil pour les jeunes qui rêvent de faire ce métier? Commencez tôt vos stages dans les zoos ou bénévolat dans des refuges pour animaux sauvages. Apprenez l'anglais. 90% des publications sont en anglais. Et ne vous découragez pas face à cette sélection. C'est un métier rare, exigeant, mais quand vous sauvez un rhinocéros ou que vous faites naître un petit pandarou, il n'y a rien de comparable au métier de vétérinaire de la ville. Bah, merci à toi pour cette belle émission. Ouais. Merci Loïc. Bah merci du coup Elvis d'avoir joué l'animateur là-dessus. Bah écoute, ça me fait tout le temps plaisir d'intervenir dans tes émissions. Ouais. Surtout que c'est pour la cause animalière. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, je trouve que c'est une cause que
qui est importante à défendre. C'est ça, ouais. Et tu sais que je serai toujours là pour cette cause-là. C'est ça. Et merci aussi à Merci toute à l'équipe d'Artop. ouais. Merci à Alibi. Alibi Montana, Merci Majid Lebar. à Majid. Merci à Merci à tous. tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, à la chaîne Artop.